Aujourd'hui, je m'adresse en direct à vous, pas seulement pour donner une évaluation de la situation, mais pour vous informer des décisions que nous allons prendre et des mesures qui vont peut-être suivre. Je répète encore une fois que l'Ukraine n'est pas simplement un pays voisin, c'est une partie intégrante de l'histoire, de notre culture, de notre pays. C'est un pays qui nous est proche. Ce ne sont pas seulement des collègues, des amis, des camarades. Commencer par le fait que l'Ukraine actuelle a été créée complètement par la Russie bolchevique communiste. Dans les faits, tout se résume au fait que l'effondrement de l'économie ukrainienne va de pair avec cette guerre civile. Et en réalité, l'Ukraine est gérée de l'extérieur. C'est pas seulement depuis les capitales étrangères, mais directement, il y a des représentants de ces ONG, de ces services étrangers qui sont là sur place. Ils exercent une influence directe sur le choix du personnel, sur les nominations au pouvoir, dans les grandes entreprises publiques, que ce soit Naftogaz, Ukrenergo, l'industrie de défense, les postes ukrainiennes, les compagnies maritimes. Donc il n'y a plus de structure de l'État. Aux ordres des autorités occidentales, l'Ukraine n'a même plus de décision pour la nomination des juges aux instances suprêmes. Le président a inventé des armes qu'il dit invincibles, hypersoniques et aussi sous-marines. Une annonce retentissante et inquiétante. Écoutez plutôt. La Russie reste la première puissance nucléaire au monde. Mais non, personne n'a voulu nous parler de façon constructive. Personne n'a voulu nous écouter. Maintenant, vous allez nous écouter. J'ai pris la décision d'une opération militaire. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, il doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui, depuis 8 ans, souffrent de brutalité et de génocide de la part du régime de Kiev. Et pour cela, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine et à traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous ne comptons rien imposer à personne. Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis, défendant notre patrie commune. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous.
On peut citer Einstein qui a dit, je ne sais pas par quel moyen sera conduite la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième sera conduite avec les bâtons et les cailloux. Donc, la Troisième Guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre. Difficile de ne pas y voir un front anti-Washington. Xi Jinping et Vladimir Poutine sont arrivés ensemble sur la scène du Forum économique de Saint-Pétersbourg. La raison principale est que le modèle de mondialisation mis en avant à la fin du XXe siècle est de moins en moins pertinent pour la nouvelle réalité économique émergente. Face à la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au calme et au dialogue. Je pense que notre devoir est d'éviter que le monde ne tombe dans une autre guerre froide composée de deux blocs qui seraient probablement complètement séparés du point de vue monétaire, militaire, mais également commercial et technologique. Ce serait extrêmement dangereux pour nous tous et nous devons tout faire pour l'éviter. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres. La Russie dispose des deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Et ce gaz est une nécessité vitale pour l'Europe. Déjà dans les années 70, du gaz soviétique traversait le rideau de fer pour alimenter l'économie de l'Ouest. Aujourd'hui, malgré les tensions qui s'exercent entre Bruxelles et Moscou, l'Europe est toujours plus dépendante du gaz russe. Il représente 40% des importations de l'Union. 4 grandes lignes d'approvisionnement existent. Le gazoduc appelé Brotherhood traverse l'Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque pour alimenter l'Europe de l'Ouest. Le Yamal Europe relie les gisements du nord de la Sibérie à l'Allemagne en traversant la Biélorussie et la Pologne. Le Nord Stream, mis en service en 2012, permet d'approvisionner l'Allemagne directement en passant sous la mer Baltique. Sa capacité pourrait être doublée avec le Nord Stream 2. Enfin, le Blue Stream passe par la mer Noire pour rejoindre la Turquie. Mais sur l'échiquier gazier européen, des rapports de force s'engagent autour de futurs gazoducs. Pour la Russie, il s'agit de multiplier les destinations et contourner les pays de transit jugés peu fiables, à commencer par l'Ukraine. L'Europe essaie quant à elle d'être moins dépendante du gaz russe. Plusieurs projets se sont concurrencés au sud de l'Europe. Le projet Nabucco, soutenu par les États-Unis et l'Union européenne. Il devait s'appuyer sur les réserves de la mer Caspienne et d'Asie centrale. Le projet est aujourd'hui dans les limbes. Un autre gazoduc, le Trans-Adriatic Pipeline, pourrait voir le jour en 2020. Côté russe, le projet South Stream aurait dû contourner l'Ukraine en passant par la mer Noire. Vladimir Poutine a mis fin à ce projet en 2014. Il a été remplacé par le Turk Stream, projet relancé tout récemment par les présidents Poutine et Erdogan à Istanbul. Jusqu'en 1991, il y avait deux blocs séparés par un rideau de fer. Face à face, deux alliances militaires, l'OTAN à l'ouest, le pacte de Varsovie à l'est. Et puis tout est allé très vite avec l'effondrement du bloc soviétique. En 1999, la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie sont les premiers à rejoindre l'OTAN. En 2004, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie adhèrent, plus la Slovaquie, plus la Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie. 7 d'un coup. En 2009 vient le tour de la Croatie et de l'Albanie. Cela fait décidément beaucoup pour Moscou. Désormais, des bataillons de l'OTAN, des soldats et des missiles américains sont stationnés aux frontières ouest de la Fédération de Russie. Péninsule de Crimée sur la mer Noire avec la ville de Sébastopol, la voilà depuis mars 2014, comme on dit à Moscou, réintégrée à la Fédération de Russie.
Poutine a réussi son coup de force, l'Europe a riposté par des sanctions économiques. En Occident, beaucoup d'hommes politiques, des experts, des simples gens voient en Russie une menace, une grande menace. Ils pensent que vous, en tant que président russe, vous voulez dominer le monde. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne le fait de diriger le monde entier, on le sait, vous le savez, nous savez que nous faisons partie de cet état-major qui le fait, mais il n'est pas à Moscou. Vous savez très bien qu'il y a cette activité des États-Unis qui dépense plus de 700 milliards de dollars par an pour l'armement, et nous on est à 46, hein. Et les pays de l'OTAN c'est 600 milliards. Donc vous croyez que c'est nous qui allons diriger le monde? Donc vous voyez le rythme auquel cette idée est répandue dans la presse occidentale est impressionnant. Pour que au sein d'un bloc il y ait une cohésion des pays, disons par exemple de l'OTAN, il faut qu'il y ait une menace extérieure. Sinon, cette cohésion ne se maintient pas. Donc il faut avoir une cohésion face à un ennemi clairement. Donc face à la Russie, évidemment, grande puissance nucléaire, c'est facile. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des alliances fortes avec les États-Unis d'Amérique, en matière de sécurité collective, et où nous travaillons remarquablement bien, ce qui fait que moi je dois constamment parler avec le président Trump, et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Il n'y a pas d'alignement systématique. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. Mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur, et je veux faire. Mais on a chacun notre bout du chemin. C'est bien dommage. Bien dommage. Le président chinois Xi Jinping a reçu son homologue russe à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Il souligne leur vision commune en matière de sécurité internationale. La Chine, en soutenant le président russe Vladimir Poutine, trouve d'ailleurs un allié dans son bras de fer face aux États-Unis. Vladimir Poutine et Xi Jinping qui se disent opposés à tout élargissement futur de l'OTAN. Exactement, hein, il a été question ce matin de relations d'une qualité sans précédent, d'amitié, d'une nouvelle impulsion dans les relations entre la Russie et la Chine. Le 3 janvier 2018, 7000 soldats sont rassemblés pour les vœux du président Xi. Partout en Chine, 4000 sites militaires chinois sont connectés devant son discours.
二不怕死的战斗精神。我继续。Galvanisé par cette nouvelle aura, Xi Jinping dévoile ses véritables objectifs. 倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。 Il y a une chose qui me gêne à propos de Xi Jinping. Quand il était à Washington, on lui a demandé s'il comptait militariser les îles de la mer de Chine du Sud. Il a dit non, je ne veux pas faire ça. 不影响任何国家，也无意搞军事化。 Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont militarisé ces îles en mer de Chine méridionale. Ce n'est pas très bon signe. Au fil des mois, on voit en fait émerger de véritables constructions sur ces nouveaux îlots artificiels. Et là encore, tout le monde s'interroge, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va se passer? Русским крейсером с таким большим стажем. 120 лет кораблю. Xi Jinping s'est petit à petit créé une véritable base militaire en mer de Chine. À sa table, les 4 républiques autoritaires d'Asie centrale et surtout 2 nouveaux venus, l'Inde et le Pakistan. 2 puissances nucléaires rivales que Xi a réussi à réunir. 本次会议是上合组织扩员后8个成员国领导人齐聚一堂的首次峰会。 具有历史性意义。随着成员国数量增加，我们的力量进一步壮大，地区各国人民和国际社会对我们的关注和期待越来越多。 En Sibérie, la Russie organise ses plus grandes manœuvres militaires depuis la guerre froide. Des exercices qui se déroulent sous l'œil attentif de Vladimir Poutine. Commencée mardi, l'opération baptisée Vostok 2018 se terminera samedi. La Chine, alliée russe, y participe. Officiellement, la Russie veut consolider la coopération russo-chinoise et se tenir prête à défendre ses intérêts. Officieusement, Vladimir Poutine veut surtout afficher la puissance militaire de son pays. Car l'opération Vostok 2018 est d'une ampleur inédite. 300 000 soldats et 36 000 blindés sont mobilisés. Actuellement, la Russie possède la 2e armée la plus puissante au monde derrière les États-Unis. Devant ses troupes, Vladimir Poutine l'a promis, la Russie continuera de renforcer ses forces et son équipement militaire. La parade militaire conjointe a marqué la fin des manœuvres. Ici, la Russie et la Chine ont déployé un spectacle militaire impressionnant et ont montré qu'elles pouvaient joindre leurs forces contre un ennemi commun.
Mener un exercice anti-sous-marin est quelque chose de confidentiel pour les forces armées de n'importe quel pays, souligne cet expert. La Chine et la Russie, en menant de tels exercices, montrent qu'il y a de bons échanges entre eux. Pékin a annoncé début mars l'accélération de la modernisation de son armée, la plus grande du monde en termes d'effectifs. La Chine souhaite ainsi combler son retard militaire sur Washington, qui veut réorienter sa politique de sécurité vers l'Asie. Une poignée de main pour relancer la relation entre Moscou et Pyongyang. Kim Jong-un et Vladimir Poutine se rencontrent pour la première fois dans cette université de Vladivostok, à l'extrême sud-est de la Russie, non loin de la frontière nord-coréenne. Le maître de Pyongyang se tourne ainsi vers la grande puissance qui a soutenu son pays pendant la guerre froide. Nos deux peuples savent que le développement continu des liens entre nos deux pays ne sert pas seulement nos intérêts respectifs, mais est également indispensable pour sécuriser la paix et la stabilité de la région. Mais Kim Jong-un est surtout venu chercher une alternative dans sa volonté de normalisation internationale. Il faut avant tout faire redescendre les tensions militaires entre le Nord et le Sud. Dans les conditions actuelles, où nous ne sommes ni en guerre ni en paix, mais dans une instabilité constante, nous ne pouvons garantir le succès de nos projets. La Corée du Nord a besoin de garanties sur sa sécurité et sa souveraineté. De quelles garanties peut-il s'agir, sinon de garanties de droit international? Le sommet de Vladivostok était également scruté par une autre grande puissance, la Chine, autre parrain historique de Pyongyang, avec qui elle a rééquilibré sa relation ces dernières années, mais qui tient à garder le régime nord-coréen dans son giron. Nous n'avons pas d'intention de nous engager dans une course aux armements coûteuses, mais nous allons nécessairement et immanquablement assurer les capacités défensives de notre pays dans les nouvelles conditions d'aujourd'hui. Il n'y a pas de doute que ce sera fait. La Russie, en matière de défense, et des possibilités à des moyens insoupçonnés. La supériorité militaire sur la Russie est impossible à obtenir. Notre armée est moderne, combative, courtoise, comme on dit aujourd'hui, mais redoutable. Nous avons assez de force, de volonté et de courage pour protéger notre liberté. Будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах, а вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. 3,5 миллиардов они нам должны. Пусть вернут деньги для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. Все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей, и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтропупить как следует. То есть наказать их непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму, и выбрали как специально двух евреев, одного хохла, понимаете? Ну, как издеваются все равно. L'Ukraine a commencé à se construire en négation de la Russie. Et cette négation de l'histoire de plusieurs générations qui étaient impliquées dans ces liens entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est étonnant que la société ukrainienne ait vu augmenter ses humeurs nationalistes, anti-russes et néo-nazis. On les voit aujourd'hui. On les a vus agir dans le Caucase, ces bandes. Et ils continuent à exprimer des réclamations vis-à-vis de la Russie. Et dès 1991, elle n'a cessé de pratiquer la copie, le copiage d'autres systèmes, d'autres pays. Et les institutions politiques étatiques n'ont cessé d'évoluer en guerre de clans qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple ukrainien. Et tout le sens de ce choix civilisationnel occidental des autorités ukrainiennes ne consistait pas à créer des conditions favorables pour le peuple ukrainien, mais satisfaire les intérêts de certaines forces stratégiques contre la Russie et prise des poches des Ukrainiens
pour être cachés quelque part. Tout cela n'a pas rapproché l'Ukraine de la démocratie et de la construction de l'État. Ils ont été soutenus et ils ont conduit leur pays dans une guerre civile. C'est une intape. Et depuis 8 ans, le pays est complètement divisé. L'Ukraine connaît une crise politique, sociale, économique très profonde. En 2019, près de 6 millions d'Ukrainiens, c'est 15 millions de la population, ont été obligés de quitter le pays pour trouver du travail. Et bien souvent, pour des emplois non qualifiés. Et il y a un autre fait révélateur. En 2020, dans les conditions de pandémie, il y a 60 000 représentants du personnel médical qui ont quitté le pays. En 2014, les prix pour l'eau ont augmenté d'un tiers. Les prix pour le gaz ont été multipliés par 10, beaucoup plus même. Pour les frais communaux, les cotisations ont été beaucoup plus chères. Pourquoi? La réponse est très claire. Parce que ce qui a été hérité pas seulement de l'époque soviétique, mais de l'époque de l'Empire russe, tout cela a été complètement détruit. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans emploi, alors qu'elles avaient un emploi stable à l'époque de la Russie, notamment en matière industrielle, dans les secteurs aéronautiques, dans les secteurs des machines-outils. Il y a encore récemment des usines pareilles qui étaient la fierté du pays, pas seulement de la pays, mais même pour toute l'URSS. Des chantiers navals qui avaient été établis déjà par Catherine II n'ont jamais sorti un seul bateau depuis 2015. La fonderie de Kremenchuk a été aussi liquidée. En ce qui concerne le système de transport de gaz qui avait été créé par toute l'URSS, est devenu dans une telle situation que son exploitation est devenue très très risquée et très très coûteuse. Alors encore une question qui semble... Cette pauvreté, cette misère, cet effondrement du potentiel industriel, est-ce que c'est le choix occidental dont on abreuve la population depuis tant d'années? Et en même temps, d'abord, ils travaillaient directement avec des organisations d'autres pays. Ils recevaient une aide financière sur la place de l'indépendance à Kiev, en recevant des sommes d'argent importantes de l'ambassade des États-Unis. Et ça a été des millions de dollars qui ont été versés. Et il y a des gens qui ont... Et les familles de ceux qui sont morts dans les combats, qui ont été assassinés dans les rues de Kiev, voilà... On ne les interroge pas. Les extrémistes qui ont pris le pouvoir ont instauré une véritable terreur contre tous ceux qui étaient contre le pouvoir, contre des responsables politiques, des journalistes. Il y avait des humiliations publiques. Et il y a eu des pogroms, des violences dans presque toutes les grandes villes d'Ukraine. Et cette atmosphère d'impunité nous oblige à nous rappeler l'horrible tragédie d'Odessa, où des personnes ont été brûlées vives dans la maison des syndicats en mai 2015. Et ceux qui ont commis ce crime n'ont pas été punis, ils ne sont même pas recherchés. Mais nous les connaissons, nous connaissons leurs noms, et nous ferons tout pour les punir et qu'ils soient déférés devant la justice. La Tsar Bomba est la bombe la plus puissante de l'histoire. Elle est considérée comme la raison qui a forcé les puissances nucléaires à se tourner vers la paix. Je me sens pas à l'aise à côté de cette bombe. Elle m'oppresse psychologiquement. Au premier regard, je ressens de la fierté
Mais quand je m'approche et que je réfléchis à ce qu'elle pourrait faire, Dieu nous en préserve, je ne me sens pas bien. Quand Vladimir Poutine a présenté le nouvel arsenal russe, tout le monde a cru à de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et si quiconque essaie de l'abattre, il s'écarte et suit une trajectoire imprévisible. C'est une première, même si les États-Unis entendent tester leur équivalent l'année prochaine. Sarmat, c'est lui qu'on a pris pour un délire. C'est un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre la trajectoire de vol la plus courte et passer les défenses aériennes. Celui-là peut faire un détour par le pôle sud pour atteindre sa cible par derrière. Si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique, optez pour Avant-Garde, destiné à passer les défenses antimissiles ennemies grâce à sa vitesse. Lorsque ces moteurs sont lancés, ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20, soit environ 7 km/s. Propulsion nucléaire qui se déplace si profondément et rapidement qu'elle est en théorie invincible. Буревестник, un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. Son réacteur implique que sa portée n'est limitée que par le volume de combustible. Il peut rester en l'air et flotter jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. Les lasers de combat ont toujours été le gadget de science-fiction par excellence, mais ils n'avaient jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. Peresviet, nommé d'après un moine guerrier russe, est un système d'armes à laser destiné à concentrer son énergie sur une petite zone et ainsi abattre ou fondre un drone, un avion en approche, un fuselage. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. On peut se demander si c'est là la volonté d'imposer une nouvelle course aux armements. Est-ce que la Russie veut la guerre? Non, dit Poutine. Il s'agit d'équilibre. Et l'équilibre signifie la paix. À l'époque de l'URSS, existait la parité nucléaire entre la Russie et les États-Unis, la destruction mutuelle assurée. Puis, après l'effondrement de l'URSS, l'OTAN a commencé son expansion et testé de nouvelles armes qui pouvaient détruire les armes nucléaires russes. Ce que Poutine a dévoilé, c'est la réponse de la Russie, le retour à l'égalité militaire, le statu quo, le retour à l'équilibre. C'est bien dommage. Bien dommage.
Покидочный.